Bonjour, je suis Christian Mongeau, bienvenue dans cette série sur Lightroom CC Classic 2018. Je rappelle que la version classique, c'est la version dans laquelle les photos sont stockées localement, à l'opposé de la version CC, tout court, dans laquelle les photos sont stockées sur le cloud. Je suis membre du club Objectif Image 27 d'Évreux et cette série fait partie des formations du club. Cet épisode est sur le module de développement. On va parler rapidement de couleur et de température. Donc juste un petit retour en arrière. L'espace couleur d'un équipement, c'est ce que cet équipement est capable de représenter, d'afficher. Donc il existe en fait deux types d'espace couleur. Un qui est spécifique à un équipement, par exemple un moniteur, une imprimante, et dans ce cas-là, on appelle ça en général un profil ICC, ou alors des profils génériques qui ont été créés par des constructeurs, soit hardware, soit software, et dans ce cas-là, il y en a des très connus comme le sRGB, le Adobe RGB qui est un espace, on le voit, un peu plus grand, puisqu'en fait il englobe toutes les couleurs qui peuvent être représentées par le sRGB, et pour finir, là, ici, comme exemple, le Profoto RGB, qui est encore plus vaste que le Adobe RGB. Contrairement à Photoshop, Lightroom ne permet pas de changer d'espace couleur, il utilise Profoto RGB. Le seul moment où on pourra changer d'espace couleur, ce sera au moment où on va exporter, par exemple pour une impression. La température d'une photo est mesurée en degrés Kelvin, noté K. On va regarder les différentes échelles. Si on regarde bien, bon, c'est un peu contre-intuitif, mais ce qui est chaud, considéré comme chaud sur une photo, est en fait sur des températures basses, et ce qui est froid sur des températures élevées. Mais ce qu'il faut noter, se souvenir un peu peut-être, c'est que le soleil à midi, c'est de l'ordre de 5500 K. Quand c'est plus grand que 5500 K, c'est soit du ciel couvert, soit du ciel nuageux, et là on peut monter à 10 000 K. Une bougie fait 1800-2000 K, une lampe à incandescence 2500-3000 K, et un tube électronique, en général, c'est calé sur 5000-5500 K. Donc, lorsqu'on arrive dans le module développement, on voit d'abord la photo en taille écran en plein centre de l'écran, et 4 panneaux qui sont masquables ou affichables. La petite flèche ici permet de masquer ou d'afficher. Le bandeau du haut, vous le connaissez, c'est celui de Lightroom. Il est commun à tous les modules de Lightroom. Ce panneau à gauche, on a ici une miniature, et je vous conseille, elle peut être masquée ou affichée, je vous conseille de la laisser. Ça permet de naviguer dans la photo lorsqu'on est en plus grand que la taille écran, par exemple en 1 sur 1. Vous voyez, ici, il y a les différentes façons d'afficher la photo, bon, 1 sur 1, 3 sur 1, etc. Si je me mets à 1 sur 1, c'est plus facile de faire ça que d'aller ici et de se déplacer. Hein. Donc je vais me remettre en mode adaptatif pour l'écran. Ensuite, il y a des paramètres prédéfinis, l'équivalent de filtre. Des instantanés. Alors l'instantané, ça permet de garder un état dans lequel la photo a été modifiée pour continuer une modification ultérieure. Et donc en fait, ça correspond à prendre une photo de la photo. Hein. L'historique, bon, c'est pareil dans tous les produits Adobe. Les collections, ce sont les mêmes que la bibliothèque et on peut les utiliser comme on les utilise dans la bibliothèque. Sur le bas de l'écran, il y a un bandeau qui est en fait la pellicule photo. Et sur la droite, on va voir en haut l'histogramme. Et puis ensuite tout un tas de panneaux qui sont pour le moment fermés, on va les ouvrir l'un après l'autre, qui vont permettre de modifier et régler la photo. En haut, à droite, il y a l'histogramme. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la répartition graphique de la répartition de la lumière. Chaque couche primaire est représentée individuellement, donc rouge, vert, bleu.
Lorsque les trois couches sont présentes, on obtient du gris. Lorsque deux couches sont mélangées, rouge plus vert, on va obtenir une couche supplémentaire jaune, rouge plus bleu, une couche supplémentaire magenta, et la même chose pour vert plus bleu, dans lequel on obtiendra du cyan. Les noirs et les tons foncés sont à gauche, les blancs et les tons clairs, les hautes lumières, sont à droite. On va maintenant s'intéresser aux réglages globaux, c'est-à-dire les réglages qui affectent la totalité de l'image. Le bandeau droit est composé de 9 panneaux qui sont affichables, masquables individuellement. Bon, là, par exemple, le réglage de base est visible, je peux le masquer et je le remets visible. Donc ce réglage de base, le tout premier là, dans la liste, est divisé en 3 grosses sections. Une qui est relative à la température de la photo, la couleur, le second la tonalité et le troisième la présence. Donc maintenant je vais choisir un exemple. Et cet exemple, c'est cette photo que je trouve un peu jaune. D'ailleurs, on voit que si on regarde bien dans l'histogramme, on voit du jaune. La première section, je peux choisir la couleur à travers une pipette, à travers la température ou à travers la teinte. Alors, la température, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si la température, ça permet de passer plus orange ou plus bleu. Bon, je prends un exemple. Si je vais vers la droite, la photo va devenir de plus en plus orange. Et si je vais vers la gauche, ça va devenir de plus en plus froid, de plus en plus bleu. Donc là, je vais le remettre tel que c'était à l'origine, avec l'historique. Je fais la même chose avec la teinte. Alors la teinte, elle, ça permet de fixer rouge-vert. Donc si je vais à droite, je vais vers le rouge. Alors d'ailleurs, si vous voyez bien, vous devez voir que sur l'écran, on va vers le rouge ici, et on va vers, c'est en vert, je le vois, hein, en vert ici. Donc je fais la même chose, je reviens à l'origine. Alors quand j'ai pris cette photo, je me souviens que la structure est blanche. Donc je peux prendre la pipette et dire, ici, voilà, c'est du blanc. Alors effectivement, il a bien remis à peu près dans l'ordre, excepté que je trouve que c'est un peu froid. Ça ne correspond pas à ce que j'avais dans la mémoire. Donc je peux un peu réchauffer, donc aller vers la droite de la température, cette photo, et voilà, par là, ça correspond à ce que j'ai dans ma mémoire. Alors maintenant, je vais choisir un autre exemple, et on va s'intéresser au bloc tonalité. Dans ce bloc, il y a l'exposition, le contraste. Alors le contraste, ça permet, lorsque je vais vers la droite, le curseur à droite, c'est de rendre les parties claires plus claires et les parties sombres plus sombres. Les hautes lumières, ce sont les parties les plus lumineuses de la photo, les ombres, les parties les moins lumineuses. Le blanc et le noir, ça permet de régler individuellement le point blanc et le point noir. C'est-à-dire que le point blanc au-dessus de ce seuil, j'ai droit à un blanc uni, c'est-à-dire des blancs cramés, globalement. Et pour les noirs, c'est l'opposé. Si je vais à gauche, tout ce qui est au-dessous de ce point noir sera un noir uniforme. Alors, lorsque je regarde l'histogramme de cette photo, je constate deux choses. La première, c'est des deux petits triangles en haut à droite et en haut à gauche sont allumés, qui indiquent que les hautes lumières sont cramées, on le voit, le rouge là, dans les nuages. D'ailleurs, je ne vois pas de nuages, très peu. Et puis, il y a un point, pour les basses lumières, pour les noirs, c'est noté en bleu. Alors, c'est peu visible, mais il y a très peu, en fait, c'est en bas à gauche ici. Donc, dans ce bloc tonalité, je peux utiliser déjà le bouton auto qui va essayer de corriger automatiquement
la photo. Et effectivement, je vois les nuages, les hautes lumières ne sont plus cramées qu'elles me l'étaient, mais ici, là, je vois beaucoup plus de points bleus, donc de taches bleues, qui indiquent que les noirs sont cramés aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est... déjà, je trouve que la photo est un peu fade, je vais remonter un peu l'exposition. Donc, je vais la mettre peut-être à 0,35. 0,35, voilà. Ensuite, je vais descendre les blancs, puisque ici c'est un peu cramé. Donc je descends mon seuil de blanc. Voilà. J'ai des parties bleues qui sont ici, là, en bas à gauche, qui sont un peu aussi perdues. Donc je vais remonter mon seuil de noir, un tout petit peu. Maintenant que j'ai terminé, je peux voir le résultat avant-après, c'est une option dans le module de développement. Je vais ici, le YY, et ça me permet de voir le avant et après. Et je peux le montrer, si je veux, même en 1 sur 1, pour vérifier par exemple que je n'ai pas perdu de détails. Donc je vais revenir à l'état normal. On va maintenant s'intéresser au dernier bloc des réglages de base, c'est la présence. Donc ça commence par la clarté, je vais prendre un exemple. Donc la clarté s'intéresse uniquement aux valeurs intermédiaires. Donc en plus, ça accentue le micro-contraste des tons moyens, et en moins, ça atténue le contraste des tons moyens, et donc ça génère du lissage. À l'opposé du contraste qui est ici, qui lui travaille sur les valeurs extrêmes de l'histogramme. Donc on va montrer un exemple. Bon, si j'augmente le contraste, effectivement, j'ai des détails qui commencent à sauter aux yeux, quoi, hein. Bon, est-ce que c'est beau? Ça, c'est un autre sujet. Donc, je vais le remettre au début. Le deuxième curseur dans la présence, c'est la correction du voile. Alors, pour ça, il y a aussi un exemple. Bon, c'est une photo de chevaux qui génère de la poussière, un nuage de poussière. Et on veut essayer d'éliminer la poussière. Donc là, la correction du voile travaille parfaitement pour ça. Et soit on peut aimer cette photo telle qu'elle est avec le nuage de poussière, parce qu'on peut se dire, ben non, moi j'aimerais bien voir les chevaux sans la poussière. Donc là, je prends ce curseur, et ben, ce qu'on voit, c'est que miraculeusement, la poussière disparaît. Le troisième exemple, maintenant, on va parler de vibrance et saturation. Les deux derniers curseurs, c'est la vibrance et la saturation. Je vais prendre aussi un exemple. La saturation, c'est ça augmente ou ça diminue l'intensité des couleurs. Quand on l'augmente, en général, on va vers le rouge. Donc, on peut regarder déjà la saturation. Et là, bon, c'est pas très joli, mais c'est poussé au maximum. Les couleurs ont changé, elles ont viré, elles ont toutes on leur a additionné une teinte rouge. Donc je peux le remettre à 0. Et la vibrance, elle, ça permet de donner de la pêche à la photo. Ça donne plus ou moins de pêche à la photo. Donc ici, par exemple, la vibrance, pareil, c'est... Bon, il faut y aller. Les curseurs dans la présence, clarté, correction du voile, vibrance et saturation, ce sont des curseurs qu'il faut utiliser avec modération, parce que d'une photo à peu près correcte, on peut arriver à un désastre total. Avant de quitter les réglages de base, je vais rajouter deux ou trois choses. La première, c'est dans la section tonalité, pour l'exposition et les 4 composantes de l'histogramme, il y a possibilité de visualiser l'écrêtage en temps réel. Pour ça, il faut appuyer sur la touche Alt sur PC et Option sur Mac,
en même temps qu'on déplace un curseur. Bon, par exemple, je vais déplacer le curseur des blancs, et si je monte le niveau de blanc, eh ben, on va voir ce qui va être perdu. C'est-à-dire que toutes ces valeurs auront la même valeur maximale du blanc. Donc je vais redescendre à un niveau raisonnable. Voilà. Si je suis ici, je ne perds rien dans les blancs. Bon, ça serait la même chose pour les noirs et la même chose pour les hautes lumières et les ombres. Ensuite, il y a la possibilité, à partir de ce panneau, de convertir directement en noir et blanc. Voilà, là c'est converti en noir et blanc. Je reviens sur couleur, et finalement, ce que je voulais rajouter, c'est que dans le panneau de gauche, il existe ce qu'on appelle des paramètres prédéfinis. C'est l'équivalent de passer un filtre, d'ajouter un filtre sur une photo, en ce qui est fait sur les téléphones numériques. Alors, ça, on aime ou on n'aime pas. Il y a naturel, lumineux, fort contraste, etc. Vous verrez, vous en avez des dizaines, sinon des centaines, et vous pouvez en trouver des milliers sur Internet. Avant de quitter les réglages de base, je vais rajouter 2 ou 3 choses. La première, c'est dans la tonalité. Pour l'exposition, ici, et les 4 composantes de l'histogramme, il y a possibilité de visualiser l'écrétage en temps réel. Pour cela, il faut appuyer sur la touche Alt sur PC ou Option sur Mac, la tenir appuyée et déplacer un curseur. Alors, par exemple, je vais déplacer le curseur des blancs. Si je remonte le niveau des blancs, dès que je remonte un peu trop, je vois des taches sur l'écran noires et qui indiquent en fait les zones qui seront écrêtées. Et donc je vais redescendre pour l'éviter. Bon, ça c'est la même chose pour haute lumière, ombre et noir, et ainsi que pour exposition. La deuxième chose, c'est il y a possibilité dans le traitement par défaut, si cette photo est en couleur, de la présenter en noir et blanc. Donc je vais la remettre en couleur. Et la troisième chose, c'est il existe sur le panneau de gauche des paramètres prédéfinis. C'est l'équivalent de filtres lorsqu'on a un téléphone numérique. Et alors, ces filtres, ils sont classés, il y a couleur, création, noir et blanc, enfin il y a plein de choses. Et on aime ou on n'aime pas. Ça permet d'appliquer un certain jeu de paramètres à une photo. Alors bien sûr, les filtres là sont fournis par Adobe. Il y en a des dizaines et on peut en trouver des centaines, sinon des milliers sur Internet. Mais bon, vous pouvez aussi créer votre propre environnement. On va voir sur 2 exemples comment récupérer les zones écrêtées, haute lumière et des noirs. Alors sur le premier, c'est une photo prise de nuit, on ne voit pas grand chose des passants, c'est dans une rue. Lightroom est très fort là-dessus. On va augmenter les ombres. On va augmenter les noirs. Et soudainement, la rue s'éclaire, quoi. Donc ça, c'est l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 2, il y a un contre-jour manifeste. C'est dans le poste d'un avion. Devant le cockpit, les blancs sont brûlés. On peut le voir, c'est là, tout rouge. Donc il suffit de baisser les hautes lumières. Voilà. Et puis, bon, dans le poste, on ne voit pas grand-chose. Donc on remonte à la fois les ombres et le poste s'éclaire, les noirs, et on y voit pratiquement comme en plein jour. Donc là, vraiment, Lightroom se débrouille assez bien sur la récupération des zones écrêtées. Le prochain panneau est la courbe de tonalité. Ça permet de régler aussi l'histogramme en 4 parties. Ça fait un peu doublon, même beaucoup d'ailleurs, avec le réglage précédent. Donc reste à savoir si c'est utile ou pas utile. C'était à l'origine le seul disponible. C'est à vous de choisir. Globalement, on arrive à la même chose.
On va s'intéresser maintenant au troisième panneau, le panneau TSL. TSL, ça veut dire teinte, saturation, luminance. La teinte, c'est la couleur. La saturation, c'est la proportion d'une couleur donnée dans un pixel, c'est-à-dire si c'est 100, ça veut dire c'est 100%, si c'est 0, c'est totalement désaturé. Et la luminance, c'est la luminosité. Donc il y a possibilité, on va prendre un exemple, de changer une couleur donnée, donc à travers les curseurs. Donc là, le rouge, je peux le transformer en orange, ou je peux le transformer en un genre de rose. Je vais le remettre à 0. Mais si on veut pouvoir changer deux curseurs en même temps, c'est beaucoup plus difficile puisqu'on ne peut pas y arriver. Heureusement, il y a un tout petit icône ici qui permet de régler la teinte par glissement sur la photo. Donc qu'est-ce qu'on fait? On clique dessus. Je vais sur le rouge que je veux changer et je monte ou je descends. Donc si je descends, il se transforme en rose. Si je monte, il se transforme en orange, mais vous constatez que là, Lightroom est en train de changer deux couleurs en même temps, rouge et orange. D'accord? Alors que quand j'ai fait mon essai avec la souris, c'était un seul. Donc, supposons par exemple que je prenne cet exemple. Maintenant, il y a possibilité de complètement saturer cette photo. Enfin, ce rose. Donc, je fais... Vous voyez, là, je sais qu'il y a du rouge et de l'orange. Et là, donc c'est entièrement saturé. Et si je veux le désaturer, ben je vais vers ici et vers là. Hein, bon, la couleur n'est pas très belle, mais c'est pour donner un exemple. Quant à la lumière, alors je vais revenir à 0. Quant à la luminance, c'est ce qui permet de traiter la luminosité. Donc ici, je sais qu'il y a du rouge et de l'orange, je remonte la luminosité du rouge, vous voyez, ça commence à péter, et la luminosité de l'orange. On va maintenant s'intéresser au panneau détail, mais avant de rentrer dans ce panneau, je propose d'abord de regarder les corrections d'objectifs. Ces corrections, en fait, permettent de régler deux choses. D'une part, d'activer le profil de correction d'un objectif et donc de modifier ou de supprimer la distorsion due à l'objectif et en même temps de supprimer l'aberration chromatique. Donc dans les 5 photos que je vais utiliser pour exemple détail, nous allons commencer par supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de distorsion. Donc c'est, je recommence pour la seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième. Je reviens maintenant sur le panneau détail. Ce que je suis en train de prendre comme exemple, c'est une série de 5 photos qui représentent le même sujet avec des vitesses ISO qui sont à chaque fois multipliées par 2. Donc là, si vous voyez ici, c'est 51 200 ISO, 25 600, 12 800, 6400, 3200. Bon, c'est pris avec un appareil photo qui à l'époque était au top pour ce qui est de prendre des hauts ISO. Donc on va revenir sur la dernière. Alors il est fortement conseillé de d'abord s'occuper de la réduction du bruit et ensuite de s'occuper de la netteté. Le bruit et le bruit de luminance, ça affecte la luminosité et ça se manifeste par l'apparition de points blancs. Le bruit couleur, c'est-à-dire prominence, ça se manifeste par l'apparition de petits points colorés. Dans cette photo, on va d'abord regarder, on va la regarder en détail, c'est en 3:1 par exemple. Voilà. Et je vais regarder cette section ici. Pour la réduction du bruit couleur, Lightroom par défaut met le curseur à 25.
Et en fait, on va se rendre compte que c'est le bon choix. Enfin, dans cette photo-là, ça fonctionne. Parce que si je réduis ce curseur, regardez, je vois le bruit de chrominance arriver, monter. Donc je le remets à 0, je remets pardon à 25, qui était le bon choix. Maintenant, pour la luminance, il y a du bruit de luminance, là on le voit, il y a du blanc là, blanchâtre là, dans toute cette section-là. Donc, pour l'éliminer, alors il faut y aller doucement parce que, bon, je vais vous montrer, si on met, je le mets au maximum, tout a été lissé et bon, la photo devient très 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 moche. Donc, je le mets à 0, donc je vois bon, le bruit de luminance, je vais y aller très doucement. Voilà, là, pour moi, c'est bon, il y en a encore aussi résiduel, mais c'est quelque chose que je trouve de correct. Donc je vais arrêter pour la correction du bruit. Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est la montée du bruit en fonction des ISO. Donc ce que je vais faire, c'est, dans ce cas précis, je vais remettre la luminance à 0, la couleur à 0. Je vais passer sur l'autre photo, couleur 0. Je vais passer sur, je descends, couleur 0. Là, elle est un peu décalée, je vais la remettre. Voilà. Alors maintenant, on les reprend dans l'ordre. Là, je démarre à 3200 ISO, et ce qu'on constate en fait, c'est il y a très très peu de bruit en fait. Maintenant, attendez, je la remets au milieu là. Maintenant, je monte, et à mesure que je vais monter, ça y est, là, je commence à avoir déjà du bruit chromatique. Et je commence à avoir aussi un peu de bruit de luminance. Le bruit, alors c'est amplifié. Le bruit de luminance, il y a aussi du bruit de chromatique et du bruit de luminance ici. De plus en plus de bruit, de plus en plus de luminance, et pour finir à 51 200 ISO, où il y a vraiment du bruit et de la correction. Il faut corriger à la fois la luminance et la chrominance. Mais bon, ce qu'on a vu, si je remets le curseur à 25, tel que Lightroom l'avait fait, et puis si j'augmente un peu ma luminance, alors il est recommandé de ne pas dépasser 20-25, parce que ça a tendance à lisser. Ce qu'on peut voir, c'est que pour une photo qui a été prise à 51 200 ISO, les résultats sont quand même très bons. On va maintenant voir la netteté. Donc je vais revenir dans l'état adapté à la taille de l'écran. On va s'intéresser maintenant à la netteté, et les effets sont très visibles sur un portrait. Je vais donc prendre mon exemple portrait. Pour regarder les effets de la netteté, le mieux c'est d'être en 1 sur 1. Voilà, je vais montrer les yeux et les cils, les sourcils et une partie du visage. Et là, il y a 4 curseurs: le gain, le rayon, le détail et le masquage. La netteté améliore les effets d'accentuation. Donc ça améliore la netteté sur l'ensemble de l'image. Le curseur qui contrôle ça s'appelle le gain. Il y a un défaut qui est mis par défaut par Lightroom, qui est dans ce cas-là à 40, et le gain va entre 0 et le maximum qui est 150. Bon, ce qu'on va voir, c'est que je suis allé très rapidement, mais si je le remets à 40 et si je monte lentement, je vais voir que la peau va devenir de plus en plus granuleuse. Hein. C'est l'effet de l'accentuation.
Donc je le remets ici à 40. Bon, 40. Le rayon. Le Lightroom, avec le gain, détecte les contours, et le rayon, c'est la largeur et les épaisseurs des contours. Donc ça va permettre en fait de faire des choses qui seront soit quand un petit rayon, donc c'est le minimum, c'est 0,5, fait finement, ou alors au maximum à 3, très grossièrement. Donc on peut voir que si je remets à 0, à 1, si j'augmente le gain, la peau devient granuleuse, bon, doucement. Maintenant, si je mets le rayon plus élevé, très élevé, la peau devient granuleuse très rapidement. Alors pour ça, il y a une méthode beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de regarder, c'est d'appuyer sur la touche Alt sur PC et Option sur Mac. Déjà, quand j'appuie sur cette touche, je peux réinitialiser la netteté. Donc c'est ce que je fais. Donc ça me remet dans l'état lorsque j'ai ouvert mon image. Et maintenant, je vais augmenter le gain un tout petit peu et regardez, la photo passe en noir et blanc. Maintenant, si j'augmente le rayon, ce que je vois en fait, c'est la détection des contours par Lightroom. Donc si j'augmente le gain, vous voyez, les contours deviennent de plus en plus marqués, et ce qui indique pourquoi l'effet du gain est beaucoup plus rapide. Maintenant, le détail. Le détail, c'est aux valeurs faibles. Le détail va entre au minimum 0 et au maximum 100. Donc je vais le remettre tel qu'il était, défaut 25. Aux valeurs faibles, il va protéger les contours des halos, et plus on va le forcer, et plus il va extraire des détails, c'est-à-dire plus la photo risque d'être brutale au point de vue contour. Donc, je continue à appuyer sur la touche Option, et si j'augmente le curseur détail, regardez, on voit de plus en plus, par exemple, les détails dans les cheveux. Et là, on voit les détails dans les yeux, dans les oreilles, dans les cheveux. Alors, vous voyez bien sûr que toute la granularité de la peau est apparente. Les cils sont beaucoup plus visibles. Je vais remettre encore une fois de plus à 0 pour que vous voyez bien. Et si j'augmente par exemple à la fois le rayon et le détail, quand j'augmente le gain, regardez, les cils deviennent de plus en plus visibles. Alors je vais remettre à 0. Maintenant, le masquage, le dernier curseur, qu'est-ce que c'est? Puisque le gain affecte toute l'image mais en se basant sur les contours, l'opposé des contours, les aplats, peuvent être protégés. Et c'est exactement ce que fait le masquage. Le masquage à 0 ne protège pas les contours, et au maximum, à 100, on va essayer de protéger au maximum les aplats. Donc on va prendre aussi, on va volontairement augmenter le rayon, le détail et le gain. Voilà. Je le fais volontairement. Et regardez la granularité horrible de la peau. D'accord? Maintenant, je mets le masquage. J'appuie toujours sur la touche Option. Hein, et regardez que vous avez en blanc les zones affectées par les trois curseurs du haut, donc gain, rayon, détail, et en noir des zones non affectées. Plus je vais augmenter le masquage, et plus les zones non affectées vont être importantes. Donc au maximum, à 100, eh ben, il ne va rester que les contours majeurs de la photo, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, le nez, et une partie des cheveux. Et vous voyez comme quoi, ici, le grain de la photo est en train de disparaître dans les aplats, dans cette partie du visage sous les yeux,
et sur sur le nez. Pour conclure sur la netteté, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est l'utilisation du curseur, c'est dépendant de vos goûts. La seule chose qui vous est recommandée, c'est de ne pas exagérer. On va maintenant s'intéresser aux corrections de l'objectif. Alors laissez-moi fermer Détail, TSL, et donc on va ouvrir correction de l'objectif. Je vais prendre mon exemple. Alors, les corrections, elles existent de deux types. Il y a supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Déjà, je tiens à marquer que je suis en CC 2018. Donc, j'ai ces deux options, profil manuel. Si vous êtes dans une version qui n'est pas aussi récente, les panneaux que vous allez vraisemblablement voir sont ici. Vous verrez très probablement basique, profil, couleur, manuel. Donc il y a des choses que je vais montrer qui seront dans la section manuelle dans votre version. Donc maintenant je viens à l'aberration chromatique. Qu'est-ce que c'est? L'aberration chromatique, c'est la différence de mise au point de la longueur d'onde. Et ce que ça produit, c'est soit des franges rouge-vertes, soit des franges violettes pourpres. Ça se produit en général sur des sujets foncés, sur des fonds clairs. Donc j'ai pris cet exemple là, ici, où, bon, si je vous la montre un sur un, ça n'a rien de spécial, c'est un bateau, et on va s'intéresser pratiquement à la section qui est là, je vais vous montrer pourquoi. Visualiser l'aberration chromatique n'est pas intuitif, quelquefois, mais il y a une façon de le faire, c'est de passer ici en manuel, d'appuyer sur la touche Alt sur PC, Option sur Mac, et de déplacer un quelconque des curseurs. Bon, là il est à 0, je vais le déplacer un peu pour ensuite le remettre à 0. Donc si je fais ça, voilà, ça y est, je vois où se trouve localisée l'aberration chromatique. Et en fait, c'est bien ce que je disais, c'est sur le bord d'objets sombres sur fond lumineux. Donc je remets à 0, je remets en profil, donc je vais cliquer pour supprimer l'aberration chromatique. Maintenant, le profil de correction. Une grande majorité d'optiques ont un profil dans Lightroom. Dans le cas de Nikon et Canon, c'est Adobe qui crée, la société Adobe qui crée les profils. Dans le cas de Sigma, Tamron, Pentax, Zeiss, Leica et peut-être d'autres, c'est fourni par le constructeur. Donc si je clique activer le profil de correction, ça va à la fois régler la distorsion connue et le vignettage. Nous allons maintenant parler de transformation. L'exemple dans ce cas suit. Bon, ici c'est, comme on l'avait vu dans le début, c'est un peu jaune. Donc je vais déjaunir. C'est un peu sombre, donc on va juste rajouter un tout petit peu d'exposition. Alors maintenant, déjà je vais maintenant, on l'a vu, supprimer l'aberration et activer le profil. Vous voyez, ça bougeait déjà, hein, de correction. Et maintenant, je vais aller dans le chapitre transformation. Transformation, c'est ce qui permet soit d'horizontaliser, soit de verticaliser. Quelque chose qui n'est pas encore vertical ou pas encore horizontal. Bon, dans cette photo, qu'est-ce qu'on regarde? Je peux déjà, là il est désactivé. Maintenant je le mets en auto. On voit ce qu'il fait. Là, ce sera le chapitre qu'on va voir. Ce qu'on va voir après, c'est si je veux le faire à la main. Ensuite, on le met à niveau. On peut le mettre vertical. Ou on peut le faire complet. On va dire qu'il n'a pas fait grand-chose sur le complet. Une option, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que fait Lightroom,
c'est de passer, donc c'est la même chose, hein, ici, et ici vous pouvez donner jusqu'à 4 horizontaux verticaux. Donc là par exemple c'est cylindrique et vertical, je le sais, donc je peux lui donner, voilà, 1, je peux lui donner, ça je sais que c'est horizontal, 2, voilà, il a déjà bougé, jusqu'à 4, 3, et pour finir, par exemple, le mur là, l'arête du mur est droite aussi, et 4. Bon, et alors maintenant, une fois que vous avez fait ça, donc on peut le mettre, on peut le désactiver, et il y a possibilité, individuellement, si vous n'êtes pas d'accord, de changer en vertical. Donc, vous voyez, on fait tourner la photo, je vais remettre à 0, sur l'axe horizontal, on peut avoir une rotation. Bon, je remettrai tout ça à 0 après. Changer l'aspect, changer l'échelle, c'est l'équivalent de faire un zoom, décaler en X ou décaler en Y. Donc là, je décale en X et je décale en Y. Bon, on va remettre tout ça à 0. D'ailleurs, en fait, normalement, quand vous voyez, j'appuie sur Alt et sur PC, Option sur Mac, et réinitialiser la transformation. Voilà, il revient à 0. Enfin, sauf l'échelle qui est 100%. Des petits détails aussi, il existe une option qui est contraindre le recadrage, ce qui va en fait se traduire par une perte de pixels, quelque part. C'est ce qu'on va voir en fait sur la photo suivante. Donc je refais la même chose que j'avais fait, vous voyez, bon, supprimer l'aberration chromatique, activer le profil de correction. Si je fais auto, qu'est-ce que je vois? Ça va à peu près, c'est pas droit, mais bon, ça va à peu près. Si je fais niveau, si je fais vertical, alors vous voyez, là en vertical, je perds beaucoup de choses, c'est le blanc, c'est en fait quelque chose qui sera perdu, et qui, si on utilise Photoshop, a une option en fait pour créer des pixels. Donc si je fais contraindre le recadrage, eh ben, je vais quand même sérieusement perdre la photo là. Hein. Vous voyez? Donc je vais refaire réinitialiser. Vertical. Et complet. C'est en fait le complet qui est à peu près le meilleur, bien que j'en perde beaucoup. Hein. Donc on va faire off, on va l'arrêter, et on va essayer de voir est-ce qu'on peut arriver à mieux en faisant manuellement. Donc ici, je vais lui dire que le toit ici, jusque là, c'est horizontal. Je vais lui dire que la gouttière ici, c'est vertical. Je vais lui dire que le mur ici est vertical. Et pour finir, je vais lui dire que l'arête du toit en haut est horizontale. Alors vous voyez, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Effet et étalonnage feront partie d'un prochain épisode de cette série. Ce que je vais vous proposer maintenant, ce sont des challenges. Ce sont des photos que je vais vous proposer et pour lesquelles il va falloir mettre en œuvre ce que vous avez vu dans cet épisode. Ensuite, je donnerai la solution. C'est ma solution et bien sûr, elle n'est pas unique. D'autres personnes peuvent avoir d'autres solutions. Le premier challenge est le suivant. Et je vous donne 3 minutes.
Les 3 minutes s'étant écoulées, bon, qu'est-ce qu'on constate? Ben, il y a un très gros contre-jour, donc on va enlever des hautes lumières, on va relever les ombres, on va relever les noirs, on va y voir dans le magasin. Alors peut-être que l'expo a besoin d'être un tout petit peu relevé. Voilà. Et en fait, cette photo n'est pas horizontale. Donc on va aller dans la section transformation, et là il y a quelque chose qui est très bien, qui est niveau. Bon, on voit dans le magasin, la photo est horizontale, bon, ça me convient. Le deuxième et dernier challenge est cette photo. Et là aussi, vous avez 3 minutes. Alors, ça tombe bien, on est déjà dans le module transformation. Si on fait auto, qu'est-ce qu'on voit? Il fait des choses, mais on est toujours un peu de biais par rapport à la photo. Si je fais niveau, on est toujours de biais. Si je fais vertical, on est encore un peu de biais. Et si je fais complet, alors là, on voit que Lightroom a fait un sérieux travail, parce que la photo devient de face, et il semblerait que les horizontales et les verticales soient aussi bien horizontales et bien verticales. Alors ce que vous pouvez voir aussi, c'est que si on le fait, alors je vais le désactiver, la même chose peut être faite à la main. Dans le cas où vous auriez besoin de faire des choses à la main, j'appuie là-dessus, je vais lui donner le premier horizontal, je vais lui donner mon premier vertical, je vais lui donner mon deuxième vertical, mon deuxième horizontal, et normalement je dois obtenir, ou pas être très loin du résultat qui a été donné par complet. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode sur les réglages de base. Vous pouvez me rejoindre si vous le voulez pour l'épisode sur les réglages globaux. Entre-temps, si vous le désirez, vous pouvez obtenir les photos que j'ai utilisées durant cet épisode en m'envoyant un mail à l'adresse suivante, c'est souligner le caractère sous le chiffre 8 sous les PC, mon nom, @yahoo.com. Je vous remercie de m'avoir suivi.